Salut à tous, après le succès du JCN Répond 1, et ben voici le JCN Répond 2. Vas-y Flo. Oui, après le succès du premier épisode, comme tu l'as dit, n'hésitez pas désormais à utiliser le hashtag JCN Répond, que ce soit en commentaire de nos vidéos, sur l'application JCN, sur tous les réseaux sociaux, pour qu'on retrouve plus facilement vos questions. On attaque le lot. Allez, c'est parti. Allez, on attaque donc sans plus tarder avec la première question. Merci en tout cas à toutes et à tous pour vos contributions. La première, c'est donc Julien Debris qui nous dit « Bonjour, j'ai une question. J'aimerais acheter une nouvelle paire de roues carbone 50 mm disque pour remplacer mes roues alu livrées avec mon Giant TCR. Lesquelles me conseillez-vous? Budget plus ou moins 1000 €. Bonne journée. » Julien, écoute, y a énormément de fournisseurs de roues qui sont très bons et très performants. Moi, j'aurais tendance à te dire, consommons local. On a la chance en France d'avoir deux très bons fabricants de roues. Pour ne pas les citer, Corima et Mavic, qui sont parmi les leaders du marché et font de très bons produits. Dans ces prix-là, donc plus ou moins 1000 €, tu as de quoi vraiment te faire plaisir. Si je veux te donner un complément d'information, j'aurais tendance à dire que si tu veux t'adresser à des artisans, il y en a de plus en plus qui montent aussi des roues à la carte. C'est pas forcément plus cher, il y en a beaucoup en local, y compris en France. Ça peut être une bonne idée également pour faire quelque chose de plus personnel et personnalisé. Je te donnerai un exemple là aussi, la marque Macadam que tu peux trouver sur Internet. Voilà, évidemment, c'est pas exhaustif. Et si tu n'as qu'une paire de roues à acheter, je dirais choisis plutôt un profil intermédiaire pour qu'elles soient les plus polyvalentes possibles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la première question. Bah franchement Flo, j'aurais pas dit mieux. Félicitations. Du coup, on passe à la deuxième question. C'est pour ça, on passe à la deuxième question de Jacques Marchand. Qui nous dit « On vous soutient les gars, merci Jacques. Suggestion, comment ranger ses affaires de vélo efficacement dans un appartement ? Le vélo, mais également tout ce qui va avec. La pompe, les gants, les accessoires, les vêtements. » Ça, c'est une question qui t'est un peu dédiée, Flo. Donc moi, je te donne mon astuce. C'est que j'ai pris un garage en parallèle où je mets tout mon why. Donc les vélos, le home trainer, les motos, tout ça. Comme ça, chez moi, tu rentres, tu sais même pas que je fais du vélo. Et toi, Flo, tu fais comment dans le Grand Nord? Moi, j'ai ma malle surprise. Voilà, je pense que les images parlent plus qu'autre chose. Donc, c'est comme vous voulez. C'est soit du bordel organisé, soit du désordre rangé. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, une fois qu'on la ferme, on voit plus. Et il y a toutes mes affaires de vélo dedans. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais après, c'est quelque chose de très personnel, Jacques. Donc, à toi de voir. Troisième question, Lolo, si tu veux, je te lance. C'est les vieux qui courent qui nous la posent. Et c'est « Salut les gars, merci pour vos vidéos que j'apprécie à chaque sortie. Question pas en lien. Qu'est-ce qu'un coup de bordure ?» Voilà l'essentiel de la question. Qu'est-ce que le coup de bordure? Le fameux coup de bordure. Ce n'est pas aller taper un trottoir avec sa roue avant. On est d'accord? Voilà, c'est pas ça. Jusque-là, on est d'accord. Le coup de bordure. Jusque-là, on est d'accord. Mais je pense qu'on ferait une vidéo spécifique là-dessus, Flo. Ça pourrait être pas mal de le montrer aux gens. La bordure. Alors, c'est quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de vent. Il faut que ce soit du vent 3/4 côté en pleine course. Le peloton se met en formation en éventail. Donc, c'est-à-dire que le premier coureur se met du côté de la route où le vent arrive. Le deuxième coureur se met sa roue avant à la hauteur de son pédalier, mais juste sur sa gauche, si le vent arrive de droite, hein, bien sûr. Troisième coureur, ainsi de suite. Et ça descend en formation d'éventail. Donc en fait, le premier coureur abrite tous les autres, ni plus ni moins. Et là, le coup de bordure, c'est parce que le dernier se retrouve de l'autre côté de la route, au bord de la bordure. Et là, mal tiempo, quoi. T'es là, t'es pas bien. C'est-à-dire que t'es le dernier abrité, et celui qui est dans ta roue, lui, il bouffe tout le vent, et à tout moment, il dégage. Exactement, donc tu as dit 3/4 pour celles et ceux à qui ça parlerait pas, un vent 3/4, il voulait dire évidemment 3/4 latéral, puisque les conditions pour faire une bordure, c'est que le vent soit légèrement de côté, d'où la formation en éventail, comme vous pouvez le voir sur les images. Comme l'a dit Loïc, pour expliquer un peu mieux, je pense qu'on fera une vidéo dédiée. Du coup, on passe à la question suivante. Loïc, Lucas qui nous dit « Très bon format, ça fait plaisir la proximité avec les abonnés. Super, merci à toi. Comment avez-vous été recruté par JCN ?» Tu commences à répondre, Loïc? Ouais, si tu veux, même si ça a été fait dans l'ordre, hein, à la base pour le recrutement, mais dans l'autre ordre. Mais en fait, c'est Flo qui a été recruté et c'est lui qui est venu me chercher sur la route du Sud 2019. Il m'a dit ouais, il y a un projet qui se prépare, tu fais quoi l'année prochaine? J'ai dit écoute, moi, si je peux rester coureur, je resterai coureur. Mais pourquoi pas, on en parle. Et du coup, voilà, il m'a dit il y a plusieurs noms, j'ai envie de proposer le tien.
Bon, ben, ça s'est fait un peu comme ça, et au final, en janvier, on s'est recontacté, j'ai eu un entretien chez les Anglais, et voilà, je me suis retrouvé chez JCN. Qu'est-ce qui m'a pris, mon gars? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Eh ouais, et tu regrettes aujourd'hui. Non, je déconne, évidemment, je sais exactement pourquoi je suis venu te chercher et je suis très content de t'avoir, mon pote Lolo. Il fallait évidemment, pour que ça marche, deux personnes qui ont un minimum d'affinité, vous l'aurez bien compris, et c'est le cas entre nous, et c'est pour ça que, à mon avis, ça fonctionne. Pour ma part, pour répondre à la question, exactement, pour répondre à la question, je travaillais pour Eurosport comme reporter, essentiellement pour Eurosport International, mais un peu aussi pour les Rois de la Pédale à la France. Du coup, la proximité du fait que ce soit maintenant le même propriétaire Discovery qui détienne à la fois JCN et Eurosport fait qu'il y a une mise en contact qui s'est faite et JCN m'a dit tu sais, on cherche quelqu'un en France, on pense que tu as le bon profil et on aimerait que tu nous aides à monter l'équipe. Et voilà comment ça s'est fait progressivement. Voilà, ça date du Giro 2019, donc un peu avant la fameuse route du Sud, route d'Occitanie maintenant, où on avait commencé à en discuter avec Loïc. Ah pardon, je suis à l'ancienne moi. Ça a mis presque un an le temps qu'on monte le projet et la chaîne. Vas-y Loïc, on passe à la suite. Ouais, donc la suite, c'est Rémi Le Maçon qui nous demande si on peut utiliser des roues de route pour faire du cyclocross, concrètement avec des roues Mavic Axiom. Ben, bien sûr, en fait les roues de route, c'est des roues de cyclocross aussi, hein. Tu regardes tous ceux qui courent en cross, c'est juste que la section de boyaux ou de pneus sera différente. Donc tes Axiom, tu peux tout à fait les utiliser en cyclocross, juste mais une grosse section, c'est du 33 mm il me semble. Oui, exactement. 33 mm, c'est le maximum utilisé par l'UCI lorsqu'on court en cyclocross. Donc voilà, fais attention surtout à avoir un cadre adapté au cyclocross, puisque c'est ça qui peut être la limite. 33 mm, ça passe pas sur tous les cadres. Les passages de roues à l'arrière doivent être suffisamment larges. Mais tes roues, évidemment, tu peux les utiliser. Question suivante, c'est Hugo qui nous dit je ne suis pas super à l'aise sur mon guidon de vélo de route, j'ai l'impression qu'il est un peu trop fin, est-il possible de mettre une deuxième couche de guidoline ou c'est une mauvaise idée? Loïc, je te laisse répondre à ça parce que c'est un peu ta spécialité, la guidoline. Ouais, bah écoute, carrément ma spécialité mon gars. Hugo, oui, tu peux mettre une deuxième guidoline, ça fera une double épaisseur, ce sera beaucoup plus confortable. En plus, ouais, si tu dis que t'aimes pas que ton guidon est trop fin, carrément fais ça. Après, tu peux aussi rajouter des gels pour plus de confort et du coup plus d'épaisseur à l'endroit où tes mains appuient, donc c'est-à-dire sur le haut du guidon et dans le creux du centre avant de mettre ta guidoline. Donc ça te fera une surépaisseur et ce sera un peu plus confortable. Après, si t'as pas ça, voilà. Pose une deuxième guidoline, ça mange pas de pain et why not? Franchement, tout est possible. J'enchaîne avec une autre question, pardon Flo, qui nous vient de Tonio, qui nous dit il y a quoi comme division d'équipe chez les pros et dans quel ordre Flo? Donc vas-y, c'est toi l'expert des pros, c'est toi que tu nous racontes. Alors maintenant, l'UCI, il y a 3 divisions chez les hommes et 2 divisions chez les femmes, considérées comme professionnelles par l'UCI. Donc la première, c'est le World Tour, qui accueille donc des World Teams. Donc par exemple, pour parler des principales, vous allez retrouver Ineos Grenadier, la Groupama FDJ, AG2R La Mondiale, Citroën, etc. Et la même chose chez les femmes, donc il y a beaucoup d'équipes qui ont les deux maintenant. On a parlé il n'y a pas très longtemps de la Trek Segafredo, on a parlé de la Jumbo Visma par exemple, qui a aussi une équipe World Tour féminine et masculine. La deuxième division, elle, s'appelle Pro Team. Les Pro Teams, du coup, ce sont les équipes comme par exemple BNB Hotel ou Arkea Samsic qui ont la nécessité d'être invitées sur les courses World Tour. D'où la fameuse guerre tous les ans pour avoir sa wildcard au départ du Tour de France. Et voilà, il y a aussi des équipes Pro Team chez les femmes. Et la troisième division, elle, c'est une division qui n'existe que chez les hommes. C'est la division Conti, Continental Team. Et là, on retrouve des équipes comme Saint-Aubert 93, par exemple, Saint-Michel, Aubert 93, ou encore Roubaix-Lille Métropole. Voilà, parce que Saint-Aubert, c'est du beurre. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Je commence à avoir faim. Il y a les madeleines et le beurre, c'est pas les mêmes. Et du coup, voilà, les équipes de 3e division professionnelles.
Un petit détail qui compte, une équipe peut être professionnelle, mais le coureur qui est au sein de l'équipe ne l'est pas forcément. Je vous donne 2 exemples. On a parlé récemment des femmes qui sont enfin reconnues comme athlètes professionnelles en France si elles font partie, et uniquement si elles font partie d'une équipe World Tour. Et on peut donner un autre exemple, c'est celui des Continental Team. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont des licences professionnelles, mais qui au quotidien ne perçoivent pas de salaire, y compris en Europe. Donc voilà un peu la nuance. Du coup, Loïc, je passe à la question suivante, qui est j'ai 14 ans, c'est Olivier qui nous dit ça, j'ai 14 ans, je voudrais commencer le vélo de route. Problème, je ne sais pas quel vélo prendre, j'ai un budget d'environ 500 €. Pour l'instant, je suis plutôt sur l'idée de partir sur un Triban RC 120 disque de chez Decathlon. Est-ce que vous me conseillez plutôt de partir sur de l'occasion ou pas? Qu'est-ce que t'en dis, Loïc? Ouais, ben moi j'en dis que c'est quand même mieux de partir sur de l'occasion parce qu'à la limite déjà tu auras un peu plus de choix sur le cadre, tu pourras déjà partir sur un carbone je pense, même avec 500 € de budget. Tu auras un groupe milieu de gamme qui certes aura un peu vécu, enfin qui sera un peu vieux entre guillemets mais qui sera mieux. Et pas forcément prendre du disque tout de suite, je pense que ouais, tu trouveras un vélo à pas cher en frein traditionnel, et pour commencer ce sera amplement suffisant, franchement, tu auras déjà largement de quoi te faire plaisir. Je sais pas ce que tu penses toi Flo, mais moi je pense... Tout à fait d'accord avec toi Loïc, et je dirais juste pour compléter, lorsque vous achetez d'occasion, les éléments importants à contrôler c'est la transmission, donc posez la question et vérifiez est-ce que la chaîne a été changée récemment, et idem pour la cassette. Parce que si ce n'est pas le cas, ce sera des frais que vous devrez engager assez rapidement. Et vérifiez si vous achetez surtout du carbone, tous les endroits un peu stratégiques comme les haubans, la fourche, etc. Vérifiez qu'il n'y ait pas de déformation ou pire de fissure. Et si vous avez le moindre doute, passez votre chemin. Et la dernière chose, un truc tout simple, mais les roues, on vérifie qu'elles ne soient pas voilées. C'est déjà un bon signe de bonne santé du vélo. Voilà ce que je pouvais dire en complément. Ouais, déjà Flo, déjà, c'est vrai. Et bon, je passe à la question suivante de Marc Offre qui nous dit je suis tenté par un vélo aéro mais je roule sur du vallonné, voire parfois de la montagne. Un vélo aéro est-il vraiment beaucoup plus difficile à emmener lorsque ça grimpe par rapport à un vélo classique? La différence est flagrante, j'aimerais... Hein. Écoute, vas-y Flo, je te laisse répondre. Moi j'ai ma petite idée mais vas-y. Écoute, moi j'aurais tendance à dire tout dépend du vélo parce qu'aujourd'hui quasi tous les vélos, en tout cas qui sortent en 2021, ont un minimum de profil aéro. Donc je dirais que c'est aussi un avantage d'avoir des vélos qui sont très polyvalents, qui sont à la fois aéro et légers. Maintenant, si tu parles d'un vélo très typé aéro, qu'on appellerait un pur aéro, j'aurais plutôt tendance à te le déconseiller. Je vais donner quelques exemples, hein, mais par exemple un Trek Madone, par exemple à l'époque on avait le Venge chez SP. Voilà, c'est des vélos qui sont très rigides, qui vont être hyper adaptés pour le plat, y compris pour les classiques. Mais si tu veux te faire plaisir en montagne, clairement, je te conseillerais quelque chose de plus polyvalent et tu verras qu'aujourd'hui, tu trouveras ton bonheur avec des vélos qui sont dans tous les cas assez aéros. T'as dit tout qu'est-ce qu'il fallait dire. Question suivante. Arthur Lucas. Que pensez-vous sur le fait de faire du ski de fond en préparation hivernale? Alors Arthur, très bonne question et je pense que c'est un très bon exercice parce qu'on en voit beaucoup des pros en faire. Ça te fait le caisson, ça te fait t'aérer, surtout s'il fait pas beau, il neige, machin, ça t'évite d'aller faire du vélo. Et c'est à peu près le même effort, c'est assez similaire. On y voit des Pinot, il y a Jérôme Coppel, ancien pro aussi, qui en faisait beaucoup. Et l'avantage, c'est que tu travailles en altitude. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc vas-y, fonce. Si tu peux en faire, fais-en. Mais ça remplace pas le coup de pédale. Et on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes dans les pays nordiques qui faisaient du ski de fond en préparation l'hiver et qui reprenaient très tard le vélo. Hein. Je parle d'une époque un peu révolue puisque maintenant tout le monde va en stage dans le sud, mais à une époque, les pays nordiques reprenaient très tard. Et justement, Jérôme Coppel que tu as cité pourra en parler puisque c'est un ancien fondeur de haut niveau hein, qui était en équipe nationale et qui est passé au vélo sur le tard. Et en tout cas, ça ne l'a pas empêché de développer l'un des plus gros moteurs du peloton. Pour terminer, Lolo, j'aimerais finir sur une petite note
humoristique, parce qu'on a ta copine Amy qui arrête pas d'envoyer des messages sur la chaîne. Donc voilà, bon, juste pour dire, c'est un petit running gag, mais vous aurez remarqué que Loïc, il adore répondre à ce genre de commentaires. Évidemment, c'est un faux profil, hein. Enfin, elle ou d'autres, il y en a beaucoup, comme il y en a plein sur la toile. Bon et non, c'est pas la vraie meuf de Loïc. Alors, il faut le dire quand même, Lolo, parce que sinon les gens vont penser que c'est vrai. Ouais, mais je suis déçu parce que tu vois, Amy, franchement, elle était mignonne, on parlait pas mal par message et tout. Ouais, je suis un peu déçu. Pour le coup, franchement, elle m'avait chauffé, Amy, tu sais. Bref, j'espère en tout cas qu'on a répondu à un maximum de questions, que vous êtes satisfait de ce JCN Réponse. Si on n'a pas répondu à la vôtre, il y a plusieurs raisons, soit parce qu'on n'avait pas le temps, soit parce qu'on l'a regroupé avec d'autres thématiques. Il y a aussi une possibilité, c'est qu'on a eu beaucoup de suggestions plus que de questions qu'on a listées et on les a mis de côté pour en faire des vraies vidéos dédiées. Donc restez connectés et sinon continuez à en poser pour la prochaine session de JCN Répond. T'en dis quoi, Lolo? Ouais, moi je suis pour. Alors allez-y, balancez-nous des questions, on les lira et on essaiera d'y répondre. En attendant, likez, partagez, surtout avec les copains qui en ont besoin et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de JCN en français. Allez, ciao!